Bonjour et bienvenue dans Cap vers l'entourage, une balado-diffusion qui met la lumière sur les membres de l'entourage de personnes atteintes de maladies mentales. Le réseau Avant de craquer a voulu aller à la rencontre de jeunes qui ont un ami, une collègue, un parent, une amoureuse ayant un diagnostic ou non, pour écouter comment ils vivent avec cette réalité souvent dans l'ombre. Nous mettrons aussi la lumière sur des personnes qui travaillent dans le milieu de la santé mentale pour vous faire connaître les ressources qui existent à travers le Québec. Pour ce premier épisode, nous partons à la rencontre de Jean-Philippe Dion, animateur et producteur de télévision québécoise. Il est aussi le porte-parole du réseau Avant de craquer pour une 4e année. Très impliqué pour la cause, il soutient sa merveilleuse maman depuis 25 ans, qui est atteinte de maladie mentale. À travers son histoire personnelle, qui s'ajoute à celle de nombreux jeunes et moins jeunes qu'il a pu rencontrer autour de lui ou lors de conférences données dans les universités ou de congrès, Jean-Philippe nous explique pourquoi et comment les membres de l'entourage font partie de la solution. Sans filtre, il me parle de lui, des responsabilités qu'il a pu avoir, de ce qu'il en a appris, de comment il a maintenu son équilibre et aujourd'hui de son envie de partager son expérience pour démystifier cette réalité. Bonne écoute. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui pour notre balado Cap vers l'entourage. Ça fait très plaisir. En fait, je suis très content de te parler ce matin. Écoute, j'ai une grande question pour toi, peut-être la plus importante. Okay. Comment tu vas? Et comment tu as fait pour maintenir ta santé mentale durant ces derniers mois, là, un petit peu difficiles? Bon, ça, c'est 2 questions, hein, parce qu'il y a l'état en ce moment, au moment où on se parle. Nous, on est le matin, on est un samedi matin. Je suis très tranquille avec mon petit café, mais je te dirais que c'est exactement ça que j'ai besoin, moi, pour maintenir ma santé mentale. J'ai besoin de ces moments-là dans ma semaine où je sais que je vais avoir comme une espèce de petite pause où je vais me retrouver avec mon petit café, avec mon chien couché sur mes jambes, avec mon journal à lire. Tu sais, j'ai vraiment besoin de ces petits moments-là. Idéalement, je suis à la campagne, je me fais un petit feu tranquille, tu sais, donc avec mon copain. Donc, vraiment, ça, c'est mes petits moments pour me faire du bien. Puis la pandémie, pour moi, tu sais, même si je suis quand même chanceux quand je regarde autour de moi, tu sais, j'ai vécu une pandémie quand même, somme toute, très positive parce que j'ai pas perdu mon emploi, parce que j'étais avec mon copain, donc j'étais pas seul, j'étais à la campagne, je pouvais sortir à l'extérieur, prendre l'air et tout. Donc, ça m'a aidé quand même à passer au travers. Mais tu sais, comme tout le monde, j'ai vécu de l'anxiété. Comme tout le monde, je me suis demandé qu'est-ce qui allait arriver de ma vie. Tu sais, encore aujourd'hui, on se le demande d'ailleurs, là, qu'est-ce qui va arriver de nos vies. Donc, je me questionne quand même beaucoup. Mais somme toute, j'ai vécu une pandémie, je pense, beaucoup moins difficile que certaines personnes. Puis j'en suis très reconnaissant. Ouais. On va revenir un petit peu sur ton histoire avec ta maman, ton extraordinaire maman, Oui. un petit peu factuellement. Donc, elle a été diagnostiquée au moment de ta naissance. Tu as grandi avec ça toute ta vie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Ben, en fait, l'histoire de base, en fait, c'est vraiment ça. Donc, ma maman vient d'une famille, en fait, où il y avait déjà des problématiques de santé mentale au sein de cette famille-là. 8 enfants, donc une grande famille rurale, élevée sur une ferme à Saint-Alphonse de Granby, dans le village où moi, j'ai grandi aussi. Donc, sa maman, entre autres, avait des problèmes de santé mentale. Et évidemment, donc, c'était présent dans la famille. Ma mère, donc, a rencontré mon père à l'école primaire. C'est quand même fou, hein? Donc, ils se sont rencontrés hyper jeunes. Wow. Donc, ils sont tombés amoureux. Ils ont eu une fille, qui est ma sœur, donc Marie-André. Et ma mère, c'était l'exemple de la superwoman, tu sais, la femme qui avait donc une carrière, elle travaillait pour le gouvernement, c'était une maman exceptionnelle, elle prenait soin de ma sœur, une femme, une conjointe, elle avait des amis, c'était l'organisatrice en chef de toutes les fêtes de famille, les fêtes d'amis, elle faisait de la cuisine, tu sais, pour tout le monde, elle était vraiment, tu sais, l'exemple parfait là, de la superwoman, tu sais. Jusqu'au jour où elle a commencé à se sentir un peu fatiguée, justement, parce qu'elle s'occupait de sa fille, puis de la carrière, puis bon, tout ça. Et là, elle est tombée enceinte de moi. Puis je pense que, avec le recul,
elle s'est peut-être pas écoutée totalement. C'est peut-être qu'elle aurait dû être à l'affût de certains signaux. Puis, donc, elle était super fatiguée pendant la grossesse et donc, au moment de l'accouchement, en fait, donc après ça, elle est rentrée à la maison avec son petit bébé, Jean-Philippe, et elle était très fatiguée. Et puis là, la fatigue prenait vraiment le dessus. Puis, je pense que vers 3 ou 4 mois, finalement, ça allait vraiment pas. Donc, elle a été hospitalisée. Puis, donc, moi, j'ai été placé chez ma grand-maman, en fait, qui habitait de l'autre côté de la rue, là. Puis, donc, mon papa, lui, devait continuer à travailler, s'occuper de ma sœur aussi. Donc, c'était complexe. Donc, c'est ma grand-maman qui a pris soin de moi. Puis, ma mère, donc, a été hospitalisée. Elle est revenue à la maison. Tu sais, puis, quand on regarde mes photos de baptême, on voit ma maman là, très, très, très maigre, là, tu sais, parce que, tu sais, ça avait été difficile pour elle ces mois-là. Puis, tu sais, on voyait dans son visage à quel point, c'est ça, elle avait eu des mois pas faciles. Puis, donc, comme ça, elle a recommencé à faire ses activités, à travailler. Elle a commencé à travailler 4 jours semaine ou 3 jours semaine, quelque chose comme ça. Donc, pour reprendre sa vie. Puis, ça a été parfait pendant 10 ans. Donc, pendant 10 ans, moi, j'ai jamais été témoin, dans le fond, avant l'âge de 10 ans, ben même, j'ai même pas de souvenir de l'âge de 10 ans, là, mais j'ai jamais été témoin donc de problématiques de santé mentale ou de cette réalité-là pendant ma jeune enfance parce que ma mère allait super bien puis tout était parfait. Puis là, tranquillement, c'est ça. Moi, j'ai comme souvenir là, à la fin de mon primaire, là où ça commençait à aller un peu moins bien et là où les épisodes psychotiques ont commencé à être un peu plus présents, puis les hospitalisations aussi. Donc, c'est là que ça a commencé vraiment, moi, dans mes souvenirs. Puis après ça, je dirais que ça a été aux 2 ans où il y avait des rechutes. Puis ça a été ça pendant plusieurs années. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'étais retourné vivre auprès de ta maman et ton papa ou tu étais encore chez ta grand-mère? Non, oui, assurément. Ouais. En fait, j'ai peut-être été chez ma grand-maman, je sais pas, l'espace de peut-être quelques mois, peut-être 2, 3 mois. Je suis même pas certain. Là, c'est tout le temps, Okay. chaque fois, ma mère me l'explique, puis on dirait que je l'oublie. Moi, j'ai juste le souvenir de photos de moi bébé chez ma grand-maman, là, mais tu sais, c'est tout ce que j'ai comme souvenir de cette étape-là. Mais ce qui a fait aussi en sorte que ma grand-maman est devenue ma best friend. Ma grand-maman, c'est devenu ma meilleure amie parce que je pense que c'est ça, j'ai vécu des moments très, très importants avec elle. Donc, ça a été une personne marquante dans ma vie. Fait que, tu sais, au final, j'en ai plus tiré du positif de cette étape-là que du négatif. Mm-hmm. On dit souvent qu'un enfant devient un peu le parent du parent quand il vit avec un parent ayant une maladie mentale et que ça crée un peu un déséquilibre. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as vécu? Ben oui, c'est sûr, parce que il y a différentes étapes là-dedans. Tu sais, je me souviens, par exemple, au début du secondaire, là, ma mère, donc, elle allait pas bien, ça allait pas bien, là, tu sais. Puis c'était complexe. Puis là, elle était hospitalisée souvent, puis c'était vraiment des gros épisodes psychotiques et tout. Puis donc, je me souviens la fin de semaine, tu sais, je faisais le ménage de la maison, je passais la balayeuse, tu sais, je faisais le ménage des salles de bain, tu sais, laver les lits, tu sais, comme c'est ça, je me souviens d'avoir fait ça. Puis ma sœur, elle est un peu plus âgée que moi, donc elle n'habitait plus à la maison pendant ces années-là parce qu'elle était au cégep à l'extérieur. Donc, mon père travaillait comme un fou, avait une entreprise, donc c'est ça, il travaillait même le samedi, donc c'est ça, donc je devais faire ça. Je me souviens que je préparais, on recevait par exemple le compte d'hydro ou de téléphone, ou bon, puis je préparais les chèques pour mon père. Je les mettais sur le comptoir de la cuisine pour qu'il les signe, pour que je puisse les mettre dans les enveloppes puis payer les comptes. J'essayais de l'aider. Parce que je voyais que pour lui, c'était aussi très difficile. Tu sais, c'était difficile pour moi, mais c'était difficile pour ma sœur, c'était difficile pour mon père, c'était très difficile pour ma mère, évidemment. Donc, on essayait de s'entraider puis de tout le monde s'aider. Puis, avec le temps, évidemment, en vieillissant, ben là, c'est sûr que on devient. Ben moi, en fait, tu sais, j'ai toujours eu une relation bien particulière avec ma mère, là, tu sais, assez fusionnelle, puis une très belle relation avec elle. Donc, j'ai aussi toujours été très protecteur envers elle, tu sais, mais je pense que ça vient aussi de tout ça, tu sais, puis après ça, en vieillissant, ben, je voulais la protéger, je voulais l'encadrer, puis elle me dit tout le temps que j'ai dit toujours quoi faire, puis c'est vrai, mais c'est parce que je veux son bien, puis tu sais, j'essaie de faire ce que je peux pour que c'est ça, que le tout aille pour le mieux, mais oui, effectivement, j'ai parfois un peu cette impression-là d'être des fois de jouer au papa de ma maman, puis ça doit taper ses nerfs un peu.
Et comment tu comprenais qu'il fallait que tu prennes tes responsabilités? Ça venait de toi ou est-ce qu'on te demandait un petit peu de... Ben, tu sais, ça, je pense que c'est beaucoup selon la personnalité, hein, parce que il pourrait avoir, tu sais, moi, j'ai toujours été, tu sais, j'ai commencé à travailler super jeune dans des dépanneurs. À 14 ans, je travaillais dans des dépanneurs. Tu sais, mon père, c'était un entrepreneur, donc j'avais ça en moi aussi. Donc, j'ai toujours été un petit boss de bécosse, tu sais. Moi, à l'école, j'étais le président d'école, j'organisais les spectacles, puis là, tu sais. Donc, j'ai toujours été monsieur organisation, donc c'était naturel pour moi de prendre ça en charge, puis tu sais, de m'impliquer même dans les soins de santé de ma maman, tu sais. Je me souviens de super jeune, j'appelais le médecin, tu sais, je m'assurais qu'il y ait des suivis, tu sais, à l'hôpital, en clinique externe, tu sais. Je m'impliquais beaucoup pour faire partie donc de cette solution-là, puis c'était super important pour moi. Mais je dis pas que, tu sais, parce que tu fais pas ça, t'es pas une bonne personne ou t'es pas le bon enfant de ton parent, tu sais, parce que ça dépend vraiment de la personnalité. Puis il y en a qui vont aussi ne pas savoir comment réagir, puis c'est normal, tu sais. Puis je me souviens que, tu sais, ma sœur et moi, on avait beaucoup ces discussions-là de comment réagir. Par exemple, quand ma maman allait pas bien puis qu'elle avait des idées qui faisaient pas de sens, là, qui étaient pas normales. Mais tu sais, c'était difficile de, tu sais, on savait jamais si est-ce qu'on la contredit, est-ce qu'on lui dit que ça n'a pas de bon sens ce qu'elle nous dit, est-ce qu'on l'écoute parce que ce qu'elle a besoin c'est de s'exprimer puis de, tu sais, de véhiculer ses pensées là pour que ça sorte de sa tête puis qu'elle se sente écoutée. Donc tu sais, on savait jamais comment agir puis fait que, tu sais, moi je pense que mon instinct c'était de prendre en charge, puis c'était ma façon d'aider. Je pense que ma sœur, elle était plus dans une écoute ou dans c'est ça, une espèce de proximité, puis de prendre soin vraiment de ma maman encore plus. Puis moi, j'étais plus dans l'organisation, tu sais, de la vie familiale, peut-être. Moi, il y a une question que je me pose quand même. Vas-y. Bon, on est beaucoup à avoir eu cette période où nos parents nous énervent. Ils nous demandent de faire des choses, puis ça ne tente pas de ranger, ça ne tente pas de nettoyer. Comment tu fais pour vivre cette crise un peu, je ne sais pas si on peut parler de crise d'adolescence, mais tu sais, cette crise un peu de rébellion contre les parents, tout en sachant que quand même, tu as ce rôle d'organisation, puis il faut que tu t'en occupes de ta maman. Ouais. Mais tu sais, il y avait des années où ça allait très bien. Tu comprends? Il y avait des années où ma maman revenait à la maison, puis ça allait super bien. Puis tu sais, on était pendant 1 an, puis on faisait notre petit voyage estival de 2 jours à Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix. Tu sais, fait qu'on avait une vie familiale, somme toute normale. Donc, ces moments-là, ben j'avais une maman qui me disait quoi faire, puis une maman qui me disait de faire mon lit, puis qui si j'étais pas poli, qui courait après moi avec une tapette à mouche. Puis, on avait une vie tout à fait normale, là, tu sais. Mais après ça, évidemment, quand elle n'allait pas bien, tu sais, je pense que au final, on avait eu tellement de bonne éducation chez nous que ça faisait en sorte que, tu sais, plutôt que de fuir, ben on revenait à la maison pour prendre soin du noyau familial puis aider mon père, puis tu sais, donc. Mais ça se pourrait que dans une famille, ce soit pas ça. Hein? Ça se pourrait que dans une famille, ça fasse complètement éclater la famille, que l'adolescent, tu sais, ça se peut que, tu sais, être un jeune de 15 ans, là, tu fais, hey, en bon français, fuck off. Puis, tu sais, moi, je m'en vais avec mes amis, puis, tu sais, débrouillez-vous, puis, tu sais, gérez votre vie, les parents, là, puis ça serait normal de réagir comme ça, tu sais, parce que y a personne qui réagit de la même façon, puis il y a pas de bonne façon de réagir non plus, tu sais. Moi, j'ai réagi comme ça, mais je dis pas ça parce que, hey, faites comme moi, puis c'est donc un bon exemple, puis je suis parfait, c'est pas ça pantoute, tu sais. Puis peut-être que, tu sais, ma façon de réagir, peut-être que si tu interviewais mon père, peut-être que lui, il disait, hey, tu sais, c'était monsieur organisation, là, c'était un peu too much. On aurait pu se slacker un peu puis prendre ça plus relax, tu sais. Fait qu'il n'y a pas de bonne façon de réagir, mais je pense qu'il faut juste, je pense quand même que de revenir vers le noyau puis de pas fuir, c'est quand même le seul message que je dirais parce que dans ce genre de situation-là, on a vraiment besoin de s'entraider puis de s'aider puis d'être solidaire, tu sais. Et justement, monsieur organisation, est-ce que tu es resté monsieur organisation à l'âge adulte?
Tellement, tu sais, aujourd'hui, je gagne ma vie comme producteur télé, donc je gagne ma vie à bosser du monde. C'est vraiment, j'organise pour des productions télé. Tu vois, en ce moment, je produis Star Academy, puis je travaille avec une équipe où j'encadre, j'organise, je structure, tu sais. Donc, c'est vraiment ça. Donc, j'avais ça ultimement dans ma personnalité. Je l'ai développé à cause de ma situation familiale, mais c'est ça. En fait, je pense que j'ai géré cette situation familiale-là selon ce que moi j'avais à l'intérieur de moi, tu sais. Donc, je pense que c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que quand ça arrive dans une famille, ben toi, t'es comment? Tu sais, si toi, tu as besoin de te protéger, puis que tu as besoin de prendre du recul parce que c'est trop difficile pour toi, ben prends du recul. Tu sais, t'es pas obligé de rester là. Puis tu sais, tu peux aller chez tes amis coucher le vendredi soir parce que à la maison, c'est pas le fun, puis tu as besoin de respirer, puis d'être avec du monde de ton âge, tu sais. Fait que c'est ça. Bref, faut juste s'écouter aussi là-dedans. Mm-hmm. Et éventuellement, tu as quitté la maison à un moment donné? Ouais, 17 ans. Ouais. À 17 ans? Ouais, avec la sauce à spaghetti de ma mère dans l'auto, puis je partais pour la grande ville à Montréal. Et c'est quoi les défis que tu as vécus quand t'as quitté la maison par rapport à ta mère? Ben, c'est évidemment du stress, hein, parce que quand ça va pas bien, t'es pas là, c'est hyper stressant, là, parce que tu sais jamais qu'est-ce qui va se passer, tu sais. Donc, tu sais, je me souviens que des fois, dans des périodes où ça allait pas bien, là, je pouvais appeler 3 fois par jour, là, parce que je voulais être sûr qu'elle était correcte, que tout allait bien, essayer de faire des suivis, parler au médecin si je sentais qu'elle disait pas au médecin la bonne chose, tu sais. Donc, c'est vraiment du stress, de l'anxiété. Puis, tu vois, j'avais des amis qui, eux, venaient aussi des cantons de l'Est ou de petits villages pas loin de chez moi. Puis, eux restaient à Montréal la fin de semaine. Ils avaient un emploi là-bas. Puis, mais moi, je revenais toutes les fins de semaine chez mes parents parce que je voulais être certain. Ben, tu sais, il y avait plein de fins de semaine où c'était bien correct. Mais je voulais être certain aussi d'être auprès de ma maman, puis de m'en occuper un peu, puis d'aider mon père, puis ça. T'as fait ça pendant combien de temps, revenir les fins de semaine? Ben, toutes mes années de cégep. Oui. Ben, toutes mes années, j'en ai fait 2. 8 années. C'est ça, 8 années, c'était épouvantable. Non, mais pendant 2 ans, ces 2 années-là. Mais tu sais, je me suis pas empêché de vivre. Tu vois, quand j'ai fini le cégep, je suis parti en Europe. Je suis allé faire le voyage sac à dos en Europe pendant 3 mois. Puis tu sais, je me suis jamais empêché de vivre. Je parlais avec ma mère, je l'appelais une fois de temps en temps, j'envoyais des courriels, mais tu sais, elle allait bien, donc j'étais pas très insécure par rapport à ce moment-là. Fait que tu sais, il faut pas s'empêcher de vivre non plus. Tu sais. Est-ce que ça c'est du travail que tu as dû faire sur toi-même de dire ok, je lâche prise sur mon stress de ma maman, puis je fais quand même mes projets, ou est-ce que ça a été très naturel? Non, ça a été naturel. Je pense que peut-être aussi non, je pense que ça a été naturel, mais tu sais, c'est drôle parce que il y a des choses par contre que je suis pas certain que je ferais à cause de cette situation-là. Tu sais, par exemple, moi je rêverais dans la vie d'aller travailler en France. Donc, d'aller produire de la télé là-bas, d'aller, tu sais, puis j'ai eu la chance de beaucoup voyager pour le travail, puis de partir à plein de moments. Mais je suis pas sûr que je partirais, là, tu sais, vendre ma maison à Montréal, puis partir vivre en France pour aller m'établir là-bas, parce que je serais trop loin de mes parents. Tu sais, de un, parce que je suis proche de ma famille, mais aussi parce que j'aurais peur d'être trop loin si ça va pas bien. Ouais. Mm-hmm. Oui, donc en fait, faut pas s'empêcher de faire des choses, mais il faut quand même trouver un équilibre et puis s'adapter en fonction de la situation. Exactement, c'est ça. Puis, tu sais, en même temps, j'ai la chance aussi, moi, d'avoir une sœur, d'avoir un père qui est présent aussi. Donc, il y a quand même, tu sais, il y a quand même une présence familiale, mais j'imagine aussi quelqu'un qui est seul, par exemple, avec son parent. Mais c'est pas... Hey, faut juste que je prenne une pause d'1 seconde, OK? C'est bon, c'est bon. Non, mais attends, tu peux le laisser rouler. C'est juste que mon chien pleure parce qu'il veut aller faire pipi. Bon, oh non! Bon, je suis de retour. Le bon père de famille a fait son travail. Il est expressif, en tout cas, on l'entendait. Ouais, exact, c'est ça. Et je dis en fait, c'est ça que la chance que j'avais, c'est d'avoir donc cette famille-là. Oui. Donc j'imagine aussi quelqu'un, par exemple, qui est seul avec sa mère ou son père, ou peu importe, avec un membre de la famille. C'est sûr que ça doit pas être aussi simple, tu sais, parce que
sais, moi, je savais qu'en habitant à Montréal, ma mère était quand même avec mon père, tu sais, à la maison. Donc, c'est quand même une autre réalité, là, tu sais. Oui. Est-ce que toi, c'est quelque chose dont tu parlais à ton entourage de la situation avec ta maman, avec tes amis? À l'adolescence, oui. Plus, ouais, plus peut-être vers la fin de l'adolescence, ouais. Même, je dirais peut-être quasiment plus cégep, là, tu sais, avec Oui. mes amis d'enfance. Donc, tu sais, je suis pas sûr que j'en parlais avec mes nouveaux amis de Montréal, OK. mais je pense que j'en parlais plus avec mes amis d'enfance quand je revenais justement à la fin de semaine dans mon village. Puis j'en parlais beaucoup avec ma grand-maman. Je pense que, tu sais, j'allais la voir la fin de semaine ou si, bon, l'été, peu importe, chez mes parents. Donc, j'en parlais aussi avec ma grand-maman. Mais je sentais quand même que pour plusieurs personnes, c'était un peu incompréhensible. Tu sais. Que je sentais que les gens comprenaient pas vraiment ou, tu sais, comme... ma grand-maman, tu sais, je sentais que c'était de l'amour. Puis, tu sais, pour ma mère, là, tu sais, c'était sa belle-fille, Bonne en fait. fille. Mhm. Donc, mais tu sais, je sentais qu'elle avait beaucoup d'amour pour elle, puis que, tu sais, elle voulait son bien, sans nécessairement trop comprendre pourquoi, puis comment, puis tout ça, mais elle voulait son bien. Mais je sentais quand même que pour certaines autres personnes, c'était de l'incompréhension totale, là. OK. Et est-ce qu'il y en a qui ont réagi de la manière que tu voulais qu'ils réagissent quand tu leur en parlais? Oui, parce que, tu sais, mes amis avaient de l'écoute, puis, tu sais, oui, tout à fait, tout à Mm. fait. En fait, les personnes à qui j'en parlais comprenaient, mais les Oui. personnes à qui j'en parlais pas pouvaient avoir de drôles de réactions. Tu sais, je me souviens, par exemple, de cousins, cousines, ou de tantes ou d'oncles, tu sais, avec qui j'avais pas ce genre de discussion-là, ou que je pense que personne dans ma famille avait ce genre de discussion-là. Mhm. Eux autres pouvaient passer des commentaires particuliers, mais les gens, puis c'est ça aussi, c'est que ça montre que plus que tu en parles, plus que les gens comprennent, plus que ça enlève l'espèce de stigmatisation par rapport à cette maladie-là, de tabou. Puis les gens, puis c'est ça aussi, hein, toute chose que tu ne connais pas, ben plus tu vas en parler, plus tu vas l'expliquer, plus les gens vont comprendre, puis plus ils vont l'accepter. Tu sais. Mhm. C'était un peu la même chose par rapport à mon homosexualité. Tu sais. Quand moi, je me souviens que, tu sais, quand j'ai fait mon coming out, ça a été choquant pour certaines personnes de mon entourage. Mais une fois que j'en ai parlé, une fois que j'ai expliqué que ma vie changeait pas, que j'étais le même gars, que tu sais, ce qui se passe dans ma chambre à coucher ne concerne personne, que je sois hétérosexuel ou homosexuel, tu sais. Donc, c'est la même chose pour la santé mentale, c'est que, tu sais, faut juste l'expliquer, Mhm. c'est ça. Puis je pense que c'est assez clair après. Ouais, mettre les mots dessus, puis les gens, des fois, ils se sentent, ils comprennent parce qu'ils se disent, ah, moi aussi, je connais ça. Ben oui, ben exactement, c'est Mhm. exactement ça. Ouais. En parlant de discussion, est-ce que avec ta maman, vous aviez vraiment des discussions là-dessus? Est-ce que tu en as parlé autant que ce que tu aurais aimé? Non. Non. En fait, tu sais, ben, puis tu sais, à un moment donné aussi, la vie fait en sorte que tu oublies des affaires aussi parce que ton disque dur est plein, là, donc Je comprends bien. ouais. Mais, fait que tu sais, peut-être que oui, puis je m'en rappelle pas, mais dans mon souvenir, là, mettons au moment où je te parle maintenant, la première fois que j'ai demandé à ma mère si c'était correct pour elle que j'en parle, c'est quand je suis devenu porte-parole de Avant de craquer. Parce que là, je devenais porte-parole d'une association, puis il fallait que je raconte sa vie à elle pour partager des choses, puis pour faire changer justement, tu sais, les réflexions autour de la santé mentale, puis du rôle d'un membre de l'entourage, de la famille. Fait que là, il a fallu que je lui en parle pour lui dire, t'es-tu correct, tu sais, que je parle de toi, puis elle m'a dit oui, tu sais, il va pas trop dans les détails, mais oui, Oui. c'est correct. Puis ça, je pense que c'était la première fois qu'on avait cette discussion-là, mais j'aurais peut-être dû l'avoir avant quand même, cette discussion-là avec elle aussi de as-tu envie qu'on en parle? Puis c'est en même temps, c'est bien plus dur pour ma mère que que moi j'en parle publiquement que pour moi, tu sais, parce que moi je raconte son histoire à elle. Fait que c'est elle qui est extraordinaire d'accepter que je parle de sa vie à elle, tu sais. Mais j'aurais dû avoir peut-être ce genre de discussion-là avec elle un peu plus tôt. Mais tu sais, sinon, c'est qu'on parlait plus de ce qu'elle vivait au moment présent. Tu sais, c'était Mm. ça, on pouvait en parler parce que tu sais, elle pouvait m'expliquer comment elle se sentait, tu sais, puis j'essayais de la rassurer, de la réconforter. Voilà.
Mais c'est ton histoire à toi aussi, puis la manière dont t'en parles actuellement, c'est toi, comment tu l'as vécu, tu sais, c'est pas de Ouais. faire le récit uniquement de ta maman. Est-ce que ça, t'en parlais avec elle un peu de toi, comment tu te sentais par rapport à ça, tu sais, les membres de l'entourage en général, non? Non, parce que moi, je voulais pas, tu sais, pour moi, ce que moi je vivais était beaucoup moins important que ce que elle vivait. C'est elle qui vivait avec une maladie, c'est elle qui vivait avec un état de santé, tu sais, c'est elle qui devait là, tu sais, fighter chaque jour de sa vie contre cette maladie-là, tu sais. Oui, moi j'avais des répercussions, puis je dis pas que ma façon de voir les choses est la bonne, tu sais, parce que au final, peut-être que j'aurais dû moi aussi aller chercher de l'aide. Moi aussi, j'aurais dû aller poser des questions. J'aurais dû plus peut-être ben justement aller chercher de l'aide pour avoir des réponses à mes questions, tu sais, puis à celles de ma famille. Tu sais, je me souviens qu'une fois, là, on était allé justement chercher de l'aide, mais mais au final, j'aurais dû. Tu sais, ouais, j'aurais dû. Mais c'est ça. Mais c'est tout le temps l'espèce de côté de, tu sais, je veux pas mettre, moi, ma situation devant celle de ma mère parce qu'elle, c'est bien plus difficile ce qu'elle vit. Tu sais, ouais. C'est souvent ça, hein, on n'a pas envie de faire de l'ombre en tant que membre de l'entourage. Ben non, puis tu sais. Mais en même temps, je comprends aussi que si on veut être fort pour aider cette personne-là, ben il faut qu'on aille chercher de l'aide à la mesure aussi de ce qu'on a besoin. Tu sais. Peut-être qu'au final, je suis pas allé tant chercher de l'aide non plus parce que je me sentais quand même bien là-dedans, puis bien entouré, puis ma mère avait quand même, tu sais, un médecin présent, tu sais, donc, tu sais, je pense qu'on était quand même, somme toute, bien équipés, même si c'était la tempête, puis l'ouragan, puis la tornade, souvent, là, tu sais. Mais je pense quand même qu'on était bien équipés parce que justement, j'avais une grand-maman avec qui je pouvais en parler, j'avais des amis avec qui je pouvais en parler en vieillissant, tu sais. Fait que j'avais ma soeur, mon père, tu sais. Fait que je pense qu'on était bien équipés, mais avoir été seul, par exemple, avec ma maman, je pense que là, j'aurais été encore plus en chercher de l'aide, tu sais. Parce que j'aurais eu besoin d'aide dans le quotidien pour m'aider à passer chaque journée, là, tu sais. Pour avoir des outils, les bons mots, Vraiment. savoir Ouais, quoi faire à quelle crise, etc. C'est sûr. exactement. C'est ça. Est-ce que, tout à l'heure, tu parlais de stigmatisation. Est-ce que toi-même, t'en avais des préjugés sur la maladie de ta maman? Ben, le plus gros préjugé, en fait, c'est de, c'est comme c'est de se rappeler que le comportement de la personne est causé par sa maladie. Tu comprends? Parce que pour moi, c'était ça, c'était de toujours démêler, puis tu sais, Mhm. c'est un préjugé, puis c'en est pas un, là, mais tu sais, c'est de se rappeler que ce que la personne te dit n'est pas ce qu'elle pense. Tu sais. Donc, si ta maman te dit des choses très difficiles ou si elle a un comportement épouvantable avec toi, ben c'est de te rappeler que ça, c'est pas elle. Ça, c'est la maladie. Puis quand elle va bien aller, elle va redevenir la maman que t'aimes puis avec qui ça va bien. Tu sais. Fait que tu sais, fait que c'est une espèce de préjugé de se dire tu sais, que les personnes qui ont des problématiques de santé mentale sont complètement fous, puis que tu sais, c'est des gens épouvantables, puis ça. Mais tu sais, des fois, tu aurais le goût de te penser ça, là, parce que c'est vraiment dur ce que tu reçois là, comme commentaire. Tu sais. Mais c'est de toujours se rappeler que ça, c'est pas l'état naturel et normal de ta mère ou de ton père. Tu sais. Puis, comment on fait justement pour distinguer qu'est-ce qui est la personnalité ou des symptômes de maladie? Je ne sais pas. Non, mais c'est super difficile, tu sais, parce que tu sais, pour vrai, là, quand t'es dans l'œil de la tempête, là, puis ça fait là, 3 mois que ça va pas bien, là, tu finis par l'oublier à un moment donné, la vraie personnalité de ton parent, tu sais. Fait qu'il faut que tu te rappelles ça souvent, puis il faut Mm. que, tu sais, puis à un moment donné, ça t'atteint aussi, là. Fait que, tu sais, quand tu reçois des choses qui peuvent être méchantes ou difficiles, ben c'est sûr que tu as le goût de réagir sur le coup, tu sais. Mais, fait que, tu sais, au début, c'est correct, tu contrôles, mais à un moment donné, ça devient de plus en plus difficile. Mais il faut toujours se rattacher à, dans les beaux moments là, que tu vis avec ton parent, comment elle est cette personne-là. Puis c'est à ça qu'il faut que tu compares en fait la réaction que tu viens d'avoir. Tu sais. Puis moi, c'était souvent le sourire.
ma mère, c'est une femme souriante. Tu sais, si moi je suis souriant dans la vie, c'est entre autres parce que ma maman est hyper souriante. Donc, quand elle avait pu sourire là, c'était clair que là, elle était dans un état qui n'était pas un bon état. Tu sais. Donc, des fois, c'est ce genre de... Les yeux aussi, tu sais, la clarté des yeux, l'étincelle dans l'œil, tu sais. Puis évidemment, ce que la personne va dire aussi, qu'à un moment donné, ça devient complètement illogique, tu sais. Mais tu sais, c'est difficile aussi de décoder. Parce que dans notre vie, même si on n'a pas de problématique de santé mentale, là, on a tous des phases où on rêve, on a des phases où on a des projets, on a des phases où on est déprimé, on a des phases où on doute, on a des phases où on pense qu'on y arrivera jamais. Tu sais, on a ces phases-là, c'est des émotions normales. Donc, quand cette personne-là, par exemple, qui a la problématique de santé mentale, a ces phases-là, ben là, tu ne sais pas si ce sont ces phases normales de vie ou si ce sont à cause des phases à cause de sa problématique. Tu sais, moi, je me rappelle que ma mère pouvait avoir des idées de grandeur, mais des fois, ça avait plus de bon sens, là, tu sais, ces idées de grandeur parce que c'était beaucoup trop grand. Puis elle travaillait plus à un certain moment, puis là, elle avait des idées de business, d'entreprise, puis tout ça, puis là, tu faisais, ça, c'est un comportement qu'il faut rationaliser puis qu'il faut essayer de réduire, tu sais. Ouais. Mm-hmm. Tu es devenu un expert, en fait, dans le scrutage de ça, c'est toi, ça, c'est pas toi, tu sais, de bien connaître son proche. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est son proche, tu sais. Je pense pas que je pourrais faire ça avec n'importe qui, tu comprends? Parce que, tu sais, je connais ma mère depuis 36 ans, tu sais, bon. Fait je la connais très bien, mais je suis pas sûr que je serais capable de déceler exactement les mêmes choses. Mais je pense quand même que ça nous donne des outils quand même pour passer à travers la vie parce que aujourd'hui, quand j'ai des collègues de travail, par exemple, que je vois qu'ils vont pas bien, que je commence à décoder certains symptômes de la santé mentale, de la maladie mentale, bien, je suis capable de lever des drapeaux rouges. Alors que je peux en parler avec certains collègues qui voient pas ça du tout, mais moi, parce que je l'ai vécu, bien, je suis capable de repérer certaines choses. Est-ce que tu as eu une crainte, et peut-être encore, de développer toi-même la maladie de ta maman à cause du côté génétique? Oui, j'y pense. Je pense que c'est pour ça aussi que tu sais, quand je te dis mon samedi matin avec mon café, là, ben, c'est important pour moi d'en bloquer dans mon horaire, puis d'avoir ces moments-là, puis d'avoir des moments de calme, puis de repos et tout ça. Et oui, puis tu sais, je fais des choix aussi dans la vie, même si j'ai une vie de fou, comme plein de monde, là, tu sais, des emplois prenants, des loisirs, une famille à s'occuper, bon, tu sais, on a tous des vies de fous, mais moi, je suis capable à un moment donné aussi de dire, OK, là, j'avais une fin de semaine complète prévue, planifiée, mais j'ai besoin de dormir, puis j'ai besoin de me reposer, j'annule tout, tu sais. J'ai pas de problème, tu sais. Je sais pas, je vais avoir des fois des soupers d'amis, puis j'irai pas parce que ce soir-là, j'ai besoin de me reposer, puis je me dis pas, mon Dieu, ils vont trouver que ça n'a pas de bon sens, que j'annule à la dernière minute, ou vont me trouver faible, ou, tu sais, je me dis pas ça. Je me dis qu'il faut que je pense à moi, puis que moi, je m'écoute, puis que si à ce moment-là, j'ai besoin de ça, ben c'est ça que je dois faire. OK. Est-ce qu'avec du recul, il y a une chose que tu te dis, j'aurais aimé savoir ça quand j'étais plus jeune? Ben, que on peut retrouver le calme après la tempête, là, tu sais, parce que je touche du bois, mais tu sais, il y a 2 ans, on a vécu comme un 6 mois assez rock'n'roll, là. Puis tu sais, là, on était un peu, tu sais, ça coïncidait avec le décès justement de ma grand-maman, tu sais, puis il se passait plein de choses difficiles dans notre vie familiale, puis là, je te dirais qu'à un moment donné, je me disais, mais comment on va traverser ça, tu sais? Mais de toujours se rappeler que la vie finit par se restabiliser, là, tu sais. Puis, ouais, que c'est ça. De toujours, tu sais. Puis je me souviens même jeune aussi, à un moment donné, je me disais, il me semble qu'on n'aura jamais une vie normale, tu sais,
on retrouvera jamais cette vie-là, tu sais, que nous autres, on va toujours avec la famille différente des autres parce que cette réalité-là, puis parce qu'on peut pas aller à un souper de la grande famille ou qu'on n'ira pas à Noël parce que ça va pas bien ou parce que on sera pas capable de célébrer Pâques parce que ça va pas bien ou tu sais, puis on se trouvait un peu anormal, tu sais, mais de toujours que se rappeler qu'à un moment donné, la vie finit par se replacer. Ouais. Maintenant, tu es porte-parole du réseau Avant de craquer. C'est quoi ton souhait le plus cher en tant que porte-parole? Mais tu sais, vraiment de comprendre que les gens comprennent qu'ils sont pas seuls, tu sais. Mm-hmm. Parce que, tu sais, puis je suis je suis heureux parce que je trouve qu'on en parle beaucoup plus de santé mentale. On en parle dans les médias, il y a des organismes qui font du travail extraordinaire comme Avant de craquer. Puis tu sais, on en parle. Moi, quand j'étais jeune, là, pour vrai, là, je me souviens même pas d'avoir entendu parler de santé mentale. Là, tu sais, je me souviens même pas d'avoir vu un livre. Je me souviens même pas de, tu sais, c'est comme personne parlait de ça. Puis c'était pas à mode, puis c'était tabou. Puis tu sais, fait que je suis vraiment content de voir qu'on en parle de plus en plus. Puis c'est vraiment ça que je veux, que les gens se sentent pas seuls, puis qu'ils comprennent qu'il y en a des ressources, tu sais. Il y en a des organismes, il y en a de l'aide partout à travers le Québec. Il y en a pas, tu sais. Puis tu sais, si t'as 15 ans, là, puis que ta blonde, elle va pas bien, là, ben c'est sûr qu'il doit y avoir des ressources à ton école, qu'il doit y avoir des ressources dans ta ville. T'sais, des fois, c'est dur, là, mais il y a Internet. Là. Moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas Internet. Fait que c'est juste tu sais, il y a des lignes d'aide, tu peux appeler, puis pour vrai, faut pas avoir peur. Tu sais, tu peux appeler une fois, ça va te rassurer, puis qu'après ça, c'est fini, puis t'en as peut-être plus besoin. Mais après ça, il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'un suivi chaque semaine. Tu sais, faut pas avoir peur d'aller chercher l'aide dont on a besoin. Pourquoi tu penses que c'est aussi difficile, tu sais, quand tu as 15, 18, 20, 25 ans, d'aller chercher de l'aide? Ben, c'est gênant. Tu penses que tu es plus faible ou tu penses que que les autres vont aller dire à tout le monde que toi, tu as besoin d'aide ou que ta copine a besoin d'aide ou ton chum a besoin d'aide. Puis des fois aussi, ce qui est dur, c'est que ton chum ou ta blonde là, peut dire que lui ou elle va super bien, tu sais. Alors que toi, tu le sais que ça va pas du tout. Mais cette personne-là va toujours te ramener en disant non, ça va très bien, c'est les autres qui vont pas bien, tu sais, puis ça reste entre nous, puis faut pas en parler. Puis c'est sûr que toi, quand tu gères ce secret-là, c'est difficile parce que comment tu sais, tu veux pas déplaire à la personne que t'aimes, fait que tu veux pas briser ce secret-là, mais en même temps, tu le sais que cette personne-là a besoin d'aide, puis qu'ultimement, toi aussi, t'en as besoin. Fait que, moi, je dis juste qu'il faut y aller chercher de l'aide, puis il faut jamais attendre qu'il soit trop tard. Tu sais. Si tu sens que la situation est urgente, tu fais le 911, tu vas à l'hôpital, puis tu n'attends pas. T'es mieux d'y aller pour rien que d'y aller trop tard. Hein? Fait qu'il faut vraiment pas hésiter à aller chercher de l'aide. Puis quand tu dis que les membres de l'entourage, ils font partie de la solution, ça veut dire quoi faire partie de la solution? Ben, c'est pour que la personne retrouve son état dit normal, entre guillemets, ben ça va peut-être prendre des médicaments, ça va peut-être prendre des consultations, ça va peut-être prendre un psychologue, ça va peut-être prendre un psychothérapeute, ça va peut-être prendre, bon, peu importe les ressources, un centre de jour où elle peut aller, peu importe. Donc, ça se peut que la personne, dans son état, ne soit pas apte à aller chercher ces ressources-là, puis à aller cogner aux bonnes portes. Donc, nous, notre rôle, c'est de l'aider. C'est pas nécessairement de le faire à sa place, parce qu'à un moment donné, il faut pas déresponsabiliser non plus cette personne-là, mais il faut l'accompagner là-dedans, la brasser, la shaker des fois parce qu'elle a besoin de se faire brasser ou de se faire shaker. Mais il faut vraiment faire partie de cette solution-là, donc de l'accompagner dans cette démarche-là. Puis ça, c'est essentiel parce que, tu sais, moi, je me souviens que la psychiatre de ma mère me disait toujours, tu sais, on aime ça avoir du feedback de la famille, là, parce que, tu sais, des fois, la personne va dire, ah non, tout va bien, mes idées sont formidables, tout va bien à la maison, merci beaucoup, au revoir. Ça va pas bien, tu sais. Donc, c'est sûr que après ça, la psychiatre ou le psychiatre doit respecter le secret professionnel. Fait qu'il pourra pas te dire à toi exactement tout ce qu'il pense puis tout ça. Mais toi, tu peux lui dire tout ce que tu veux. Tu comprends? Toi, t'en as pas de secret professionnel à respecter, tu sais, en tant que membre de l'entourage. Donc ça, c'est important. Toi, t'appelais, hein, la psychiatre de ta maman quand t'étais jeune?
Ouais, exact. Ouais. Je laissais des messages. Il y avait une infirmière aussi vraiment gentille qui était dans le réseau là, qui aidait ma maman. Donc, j'appelais aussi cette infirmière-là à l'occasion pour quand on était vraiment, quand ça allait pas bien. Puis souvent aussi quand j'habitais à Montréal, que je me sentais loin, tu sais, fait que c'était comme ma façon aussi de garder contact puis de m'assurer d'avoir un suivi. Ouais. Est-ce que tu penses que le milieu de l'éducation a un rôle à jouer auprès des jeunes là, qui vivent actuellement cette situation en tant que membres de l'entourage? Ben, essentiellement, tu sais, le milieu de l'éducation doit donner des ressources, là, je pense. Tu sais, je pense que c'est essentiel parce que, tu sais, juste aller à l'école, c'est stressant, tu sais, avec la réussite, avec la comparaison, avec ce que tu vis aussi à cette époque-là de ta vie, là, tu sais, qui est le début de l'âge adulte, les responsabilités qui embarquent, les problèmes d'argent, tu sais, bon, tout ce qui vient avec, là. Fait que, tu sais, juste ça, c'est du stress en soi. Puis si en plus, tu dois gérer une situation difficile avec ton chum, ta blonde, ton cousin, peu importe, ton ami, ben c'est encore plus difficile. Fait que, tu sais, faut que les ressources soient proches, soient près du monde. Tu sais. Faut pas qu'on ait besoin de chercher pendant 1000 heures pour trouver nos ressources. Là. Fait que c'est sûr que si il pouvait avoir des kiosques dans les universités, s'il pouvait avoir des campagnes de sensibilisation, s'il pouvait avoir des locaux où on peut aller pour discuter, pour aller chercher de l'aide, c'est sûr que ce serait essentiel. Tu sais, ouais. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as découvert depuis que tu es porte-parole? Que tu as appris peut-être en rencontrant des jeunes qui te parlent de la réalité ou... Ben, à quel point justement que ça peut être difficile, puis à quel point justement ça peut être gênant ou ça peut être décourageant d'aller chercher de l'aide parce que t'en trouves pas, puis parce que c'est difficile, puis aussi parce que ce que tu vis aussi est complexe là, à cet âge-là, tu sais. Fait que ça m'a surtout confirmé aussi à quel point c'est difficile cet âge-là, tu sais, de 15 à 25 ans où t'as plein de doutes, t'as plein de questions, tu sais, puis tu sais, moi je me souviens, c'est ça, on se demandait, tu sais, est-ce que parce qu'on a un parent, on entend tout le temps, ah oui, la santé mentale, ça se transmet de génération en génération, tu sais. Oui et non, tu sais. Oui, tu as des chances de plus, malheureusement, d'avoir une problématique en santé mentale, mais pour moi, n'importe qui a des chances d'avoir une problématique en santé mentale. Fait que si toi, tu as quelqu'un dans ton entourage qui en a, ben dis-toi que tu es chanceux parce que tu as un drapeau rouge. Tu sais. Donc, toi, par rapport aux autres, tu sais ce que c'est, puis tu sais ce qu'il faut faire pour ne pas tomber là-dedans. Tu sais. Donc, va chercher de l'aide, tu sais, assure-toi soit si tu peux de voir un psychologue, si tu peux déjà t'entourer d'une équipe autour de toi ou de gens autour de toi pour t'accompagner. Alors, fait que je pense pas que c'est que du négatif, mais bref, il y a plein de questions qu'on se pose. Tu sais, est-ce que j'en parle de ce que mes parents vivent? Est-ce que mes parents vont perdre leur emploi si on en parle trop, puis que là on n'aura plus d'argent à la maison pour payer mes études? Tu sais, les questions sont multiples. Là. Il y a plein de choses que tu te poses à cet âge-là. Ouais. Mm-hmm. Si on devait retenir une seule chose de toute notre conversation, ça serait quoi? Que le chien pleure quand il a envie de pipi? Oui, mais tu vois, ça, c'est un signal d'alarme. C'est ça qu'il faut, hein? Tu vois? Tout part du pipi du chien. Non, mais pour vrai, c'est ça, c'est d'écouter nos signaux d'alarme. C'est vraiment ça. Parce que, tu sais, puis je le dis, là, très franchement, là, il y a des moments que nous, quand on est moi, dans ma famille, si on n'avait pas écouté les signaux d'alarme, ma mère ne serait plus là aujourd'hui. T'sais. Et c'est arrivé plusieurs fois que les signaux d'alarme étaient plus que rouges. T'sais. Donc, faut être là, faut être présent, faut être à l'écoute, faut jamais hésiter à aller chercher de l'aide. Jamais, 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 jamais. Mais là-dedans, il faut pas s'oublier. Mm-hmm. C'est vraiment ça. Merci Jean-Philippe. Hey, merci à toi. C'est très agréable. C'est le fun des samedis matins comme ça. Oui. Vous venez d'écouter le premier épisode de Cap vers l'entourage. Merci à Jean-Philippe d'avoir témoigné sans filtre, sans tabou. Et merci à vous, auditeurs, auditrices. Suivez le réseau Avant de craquer sur Facebook et sur notre page Instagram, Aider sans filtre. N'hésitez pas à aller visiter nos 2 sites web, aidersansfiltre.com
et réseauavantdecraquer.com. Vous y trouverez sans doute des réponses à vos questions. Surtout, parlez-en autour de vous. Envoyez-nous vos commentaires. Ensemble, mettons la lumière sur les membres de l'entourage et brisons les préjugés entourant les maladies mentales. Et bien sûr, on vous retrouve pour notre prochain épisode.